Il existe des gens dans ce monde qui donnent tout ce qu'ils ont, et puis donnent encore un peu plus. Des gens qui ont signé des documents qui disaient, en termes clairs, qu'ils étaient prêts à mourir pour des inconnus. Qui ont dormi dans la boue, la pluie et la peur pour que d'autres puissent dormir dans des lits chauds, sans jamais connaître ce genre de peur. Ce ne sont pas des gens abstraits, ce ne sont pas des symboles, des statues ou des noms gravés sur un monument, bien qu'ils méritent tout cela. Ce sont des êtres humains, avec des bottes boueuses et de vieilles vestes, et des femmes qu'ils aiment, et des factures médicales qu'ils ne peuvent pas payer. Et parfois, le monde les oublie. Pas avec malveillance la plupart du temps, simplement à travers l'indifférence désinvolte et usante d'une société qui avance vite et valorise ce qui est nouveau et brillant et bruyant, et ne s'arrête pas toujours pour considérer ce qui a été sacrifié pour que le rapide et le brillant et le bruyant puissent exister. Aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire d'Arthur Moreau, 80 ans, ancien combattant décoré, mari depuis 50 ans, un homme qui demandait très peu et donnait presque tout, et l'histoire de ce qui s'est passé un mardi matin de novembre quand il est entré dans une banque en portant une veste verte fanée et une seule médaille, et de ce qui s'est passé dans cette même banque le lendemain matin. Je veux la raconter lentement, parce qu'elle le mérite, parce qu'Arthur le mérite. Permettez-moi de commencer par Marthe. Marthe Moreau était la femme d'Arthur depuis 1974, ce qui signifie qu'elle était sa femme depuis plus longtemps que la plupart des personnes qui entendront cette histoire non vécue. C'était le genre de femme qui entretenait un jardin, même quand la terre était pauvre, qui faisait un repas avec ce qu'il y avait dans le garde-manger et le faisait goûter comme si elle l'avait planifié depuis des jours, qui riait aux blagues d'Arthur, même quand elle les avait entendues 100 fois, parce qu'elle comprenait que la blague n'était jamais vraiment l'essentiel. L'essentiel, c'était eux deux, ensemble. Dans quelques moments ordinaires, ils se trouvaient. Elle était l'architecture de la vie quotidienne d'Arthur, et il le savait. Et il l'avait su pendant 50 ans. Et il n'était pas le genre d'homme à tenir cette connaissance pour acquise. En automne de cette année-là, Marthe tomba malade. Le diagnostic spécifique n'a pas besoin d'être répété ici, dans son langage médical. Ce qui compte, c'est le mot que le chirurgien utilisa quand il s'assit en face d'Arthur dans ce petit bureau beige et expliqua ce qui devait se faire. Le mot était nécessaire, comme dans « l'opération est nécessaire », comme dans « sans elle, le pronostic est mauvais », comme dans « nous devons programmer cela rapidement ». Arthur demanda le coup. Le chirurgien lui dit. Arthur resta avec le chiffre un moment. L'immobilité particulière d'un homme qui a fait face à des choses qui demandaient de l'immobilité et a appris à l'habiter. Il remercia le chirurgien. Il rentra chez lui. Il s'assit à la table de la cuisine de la maison qu'il partageait depuis 40 ans, et il fit l'arithmétique sur une feuille de papier avec un crayon, comme il avait toujours fait l'arithmétique. Et l'arithmétique dit ce qu'il savait déjà qu'elle dirait. Le chiffre dépassait ce qu'ils avaient. Les économies qui restaient après une vie de revenus modestes et de dépenses honnêtes n'étaient pas suffisantes, loin de là. Et l'écart entre ce qu'ils avaient et ce qui était nécessaire n'était pas un écart qu'on pouvait combler en réduisant l'épicerie. Il faudrait emprunter l'argent. Arthur n'avait jamais emprunté d'argent de sa vie. C'était pas une petite chose. En 80 ans de vie, à travers des décennies difficiles et des saisons pénibles, et les vulnérabilités financières particulières d'un homme qui avait choisi le service plutôt que l'accumulation, il n'avait jamais rien demandé à une banque. Il s'était débrouillé, il s'était adapté. Il avait fait fonctionner les choses avec ce qu'il avait, et il l'avait fait sans se plaindre et sans demander à personne de couvrir son manque. C'était simplement ainsi qu'il était fait. Mais c'était Marthe. Il alla vers le placard et sortit la veste. La vieille veste militaire verte, émise des décennies auparavant et conservée parce qu'elle était la sienne, et parce que certaines choses, on les garde non pour leur utilité, mais parce qu'elles représentent quelque chose qui ne peut pas être remplacé. Elle était fanée. Le vert s'était adouci avec l'âge vers quelque chose de plus silencieux, de plus complexe que la couleur originale. Il la mit.
Il se regarda dans le miroir un moment. Puis, il ouvrit la petite boîte en bois sur la commode. La boîte que Marthe lui avait offerte des années auparavant. Celle qu'elle avait trouvée dans un marché aux puces et restaurée elle-même. Et il sortit la croix de guerre avec étoile de vermeil. La croix de guerre est l'une des décorations militaires les plus prestigieuses remises pour acte de bravoure en présence de l'ennemi. Arthur avait reçu la sienne dans des conditions dont il ne parlait pas, et dont il n'avait pas parlé depuis des décennies. Il savait ce qu'elle représentait et savait ce qu'elle avait coûté, et il ne l'exposait pas, ne la mentionnait pas, ne l'utilisait pas comme preuve de quoi que ce soit. Il épingla la médaille sur la poitrine gauche de la veste verte fanée, prit son chapeau et se rendit à la banque. La banque était la plus grande agence de la ville. Le genre de bâtiment qui s'annonce. Verre et acier et l'architecture particulière des institutions financières, conçues pour communiquer permanence et autorité. Le langage visuel d'un lieu qui détient du pouvoir et veut que vous ressentiez ce fait quand vous franchissez les portes. Arthur franchit les portes. Il dit à la femme à l'accueil qu'il souhaitait parler à quelqu'un au sujet d'un prêt personnel. Elle regarda sa veste, ses bottes, la boue qui avait séché sur les bords depuis le chemin du jardin ce matin-là, et elle l'orienta vers le bureau au fond du hall. Le nom sur la porte disait « Grégoire Hadot, directeur d'agence ». Permettez-moi de vous parler de Grégoire. Grégoire Hadot avait 34 ans et était parvenu à son poste grâce à une combinaison de véritable acuité financière, de réseautage agressif et du talent particulier que certaines personnes ont pour donner confiance à leurs supérieurs, tout en faisant se sentir petits tous ceux qui se trouvent en dessous d'eux. Il était bon dans son travail, au sens étroit du terme. Les chiffres sur les rapports de performance de son agence étaient constamment solides, et dans le monde qu'habitait Grégoire, les chiffres étaient ce qui comptait. Tout le reste était du bruit. Grégoire avait grandi dans une famille aux moyens modestes et avait passé sa vie adulte dans une fuite dédiée de tout rappel de ce fait. Ses costumes étaient coûteux, son bureau était impeccable. Les diplômes encadrés sur son mur étaient disposés avec le soin de quelqu'un qui comprend qu'ils ne sont pas simplement des références, mais des communications. « Voici qui je suis », disait-il. « Voici jusqu'où je suis allé. Ne me prenez pas pour quelqu'un d'ordinaire. » Il conduisait une voiture qui dépassait ce que son salaire justifiait et vivait dans un appartement qui nécessitait une partie importante de ses revenus pour être maintenu. Parce que l'apparence du succès était, pour Grégoire, fonctionnellement indiscernable du succès lui-même. Il n'aimait pas les gens qui lui rappelaient d'où il venait. Il n'aimait pas les gens qui ne projetaient pas l'image de la prospérité. Il avait développé, au fil des années dans son poste, un ensemble d'évaluations rapides sur les personnes qui entraient dans son bureau. Et ces évaluations n'étaient pas généreuses envers les personnes qui arrivaient en vieux vêtements, avec des demandes modestes et la qualité d'excuse de quelqu'un qui n'est pas habitué à demander des choses. Arthur frappa à la porte ouverte du bureau. Grégoire leva les yeux de son écran d'ordinateur. Il prit la veste fanée, les bottes boueuses, les cheveux argentés, la légère courbure d'un corps qui a porté des choses lourdes pendant de nombreuses années. Il ne se leva pas. Il fit un geste, sans parler, vers la chaise de l'autre côté de son bureau. Arthur s'assit. Il posa le dossier de documents qu'il avait préparé sur le bureau. Les relevés de pension, le justificatif de domicile, la documentation médicale, l'estimation détaillée des coûts du cabinet du chirurgien. Il l'avait assemblé soigneusement la veille au soir, assis à la table de la cuisine pendant que Marthe dormait, organisant tout d'une façon qu'il espérait rendre le processus efficace pour qui que ce soit avec qui il parlerait. Il ne voulait pas faire perdre son temps à qui que ce soit. Grégoire ne regarda pas le dossier. Il regarda Arthur. Il regarda à nouveau la veste, la médaille épinglée dessus, et quelque chose changea dans son expression, non pas vers le respect, mais vers une sorte d'amusement méprisant. Avez-vous jamais été en présence de quelqu'un qui a décidé, avant que vous ayez dit un mot, exactement ce que vous valez? Qui vous a déjà classé dans une catégorie et n'est pas intéressé par les informations qui pourraient compliquer ce classement?
C'est ce devant quoi Arthur était assis, bien qu'il ne connaisse pas encore les pleines dimensions de la chose. Arthur expliqua sa situation clairement et sans fioriture. Il parla à Grégoire de Marthe, de l'opération, du coût, de l'écart entre ce qu'ils avaient et ce qui était nécessaire. Il expliqua qu'il demandait un prêt personnel, qu'il avait une documentation de ses revenus de pension, qu'il pensait être un candidat viable pour un montant modeste et avait l'intention de le rembourser selon un calendrier structuré. Il parla avec la précision tranquille d'un homme qui a fait des comptes rendus à des commandants dans des conditions difficiles et comprend la valeur d'être clair et concis. Grégoire le laissa terminer. Puis il prit un des documents du dossier, y jeta un coup d'œil un moment et le reposa avec la désinvolture particulière de quelqu'un qui communique qu'il ne l'a pas vraiment lu. Il dit quelque chose sur les bottes d'Arthur. Il le dit de la façon de quelqu'un qui croit que la cruauté délivrée avec un sourire n'est pas de la cruauté, mais de l'esprit. Il fit un geste vers la veste fanée. Il fit une remarque sur son état, sur le fait qu'Arthur avait peut-être confondu cette banque avec une œuvre caritative. Et puis ses yeux se portèrent sur la croix de guerre, la médaille qui représentait un acte spécifique dans un lieu spécifique et qui avait coûté quelque chose de réel. Et il dit que les gens qui venaient mendier habillaient parfois leur mendicité avec des accessoires, et qu'un vieux bout de métal n'était pas une référence financière. Arthur ne dit rien un moment. Puis il dit, avec la même tranquillité, que ce n'était pas un accessoire, et que sa femme mourait, et qu'il demandait un prêt, pas un cadeau, et qu'il avait la documentation pour appuyer la demande. Grégoire se leva. Il prit le dossier et le rendit à Arthur. Il dit que cette agence n'était pas dans le domaine des prêts spéculatifs, par quoi il entendait prêter à des gens qui ne semblaient pas avoir les moyens de rembourser, par quoi il entendait prêter à des gens qui arrivaient en vieux vêtements et avec des médailles de guerre que personne ne se rappelait. Il fit le tour du bureau et ouvrit la porte du bureau. Et puis il fit quelque chose qui franchit une ligne qui n'aurait pas dû être franchie. Il éleva la voix. Il appela à travers le hall pour la sécurité. Non pas discrètement, non pas avec retenue, bruyamment, avec la voix de quelqu'un qui veut un public, qui veut que les gens dans le hall s'arrêtent et regardent, qui veut que l'humiliation soit témoignée. Il dit, en des termes qui ne laissaient aucune ambiguïté, qu'il y avait un homme dans son bureau qui devait être expulsé des lieux. Les 2 agents de sécurité qui vinrent étaient jeunes et faisaient leur travail, et Arthur ne les blâma pas. Il ne résista pas. Il marcha avec eux, et la marche à travers le hall fut la plus longue marche de sa dignité, devant les clients au guichet qui s'étaient arrêtés pour regarder, devant l'accueil où la femme qui l'avait orienté vers le bureau de Grégoire regardait ses mains, devant les portes vitrées qui s'ouvrirent automatiquement et le déposèrent sur le trottoir mouillé dehors. Il tomba. Pas gravement, pas d'une façon qui nécessitait de l'aide, un genou sur le béton, une main posée, puis il se rassembla et se leva. La pluie était légère, mais persistante. Il ajusta le col de la veste verte fanée. Il redressa la croix de guerre avec 2 doigts, l'alignant soigneusement contre le tissu. Il resta là un moment sur le trottoir mouillé, ne bougeant pas, juste debout sous la pluie devant les portes vitrées de la banque. Et si vous aviez regardé depuis le hall, vous auriez vu un vieil homme en veste fanée, debout, très immobile. Et si vous faisiez le genre d'attention que la situation méritait, vous auriez peut-être remarqué quelque chose dans sa posture. Non pas la défaite, non pas la colère, mais quelque chose de plus délibéré que l'un ou l'autre. Puis il marcha vers la cabine téléphonique au coin de la rue. Il glissa une pièce dans la fente. Il composa un numéro de mémoire. Le téléphone sonna 2 fois. Une voix répondit. Arthur dit 4 mots. Il dit « Édouard, c'est Arthur Moreau ». La ligne fut silencieuse un moment. Puis la voix à l'autre bout dit « Mon commandant, dites-moi où vous êtes ». Arthur lui dit. Il raccrocha. Il marcha vers une brasserie en face de la banque, s'assit à une table près de la fenêtre avec un café qu'il pouvait à peine se permettre, et attendit. Le lendemain matin arriva de la façon dont arrivent les matins de novembre dans cette ville, gris et frais et pragmatique.
la lumière mince et uniforme sur les rues vides. Grégoire Hadot arriva à la banque à 8h45, ce qui était plus tôt que son personnel et plus tard qu'il ne prétendait. Et il traversa le hall avec la confiance d'un homme qui croit qu'hier était une bonne journée et qu'aujourd'hui sera meilleure. Il avait, en fait, reçu une indication préliminaire du bureau régional que son évaluation de performance de fin d'année serait exceptionnelle. Il s'attendait, dans le trimestre, à une promotion vers un poste de direction régionale qu'il poursuivait depuis 2 ans. Il alla à son bureau. Il fit du café. Il examina l'agenda des rendez-vous du matin. Il examinait le 2e point du programme quand le bruit vint. C'était le bruit d'un hélicoptère. Non pas le bruit lointain et accessoire du trafic aérien, mais le bruit proche, descendant, faisant vibrer les fenêtres d'un hélicoptère en train d'atterrir tout près. Grégoire alla à sa fenêtre. Dans le parking VIP de la banque, une petite zone désignée sur le côté du bâtiment, réservée aux clients à haute valeur et aux cadres supérieurs, un hélicoptère privé se posait sur le béton. Il était noir. Il était grand. C'était le genre d'appareil qui communique, sans aucune information supplémentaire, que les personnes à l'intérieur opèrent dans une catégorie différente du monde par rapport à la plupart. Grégoire redressa sa cravate. Les portes de l'hélicoptère s'ouvrirent. Un homme en sortit, suivi de 3 autres, 2 portant des mallettes, l'un avec la tenue et l'oreillette d'une équipe de sécurité professionnelle. L'homme au centre était dans la fin de la soixantaine, aux cheveux argentés, portant un costume qui avait été fait pour son corps par quelqu'un qui comprenait la différence entre un costume qui va et un costume qui est un instrument. Il marchait avec la certitude désinvolte de quelqu'un qui n'a pas eu besoin de se presser depuis très longtemps, parce que le monde s'arrange selon son emploi du temps plutôt que l'inverse. Son nom était Édouard Blanchard. Il était le fondateur et président-directeur général du groupe financier Blanchard, qui était la société mère de la chaîne bancaire dont cette agence était l'une des 237 implantations à travers 18 départements. Sa fortune personnelle était un chiffre à 9 chiffres avant la virgule. Il apparaissait, environ 1 fois par an, en couverture de publications financières, et les articles à l'intérieur utilisaient des mots comme visionnaire, titan et architecte. Grégoire ne l'avait jamais rencontré en personne. Il avait vu des photographies. Il avait regardé des interviews. Il avait, de la façon particulière des subordonnés ambitieux, étudié la biographie et la trajectoire de carrière de l'homme comme un navigateur étudie des cartes. Il sortit de son bureau et traversa le hall pour l'accueillir. Édouard Blanchard franchit les portes d'entrée de la banque et entra dans le hall. Grégoire s'avança avec son sourire le plus confiant, la main tendue, la voix calibrée à la fréquence précise de la chaleur professionnelle sans servilité. Édouard Blanchard le regarda au travers. Non pas vers lui, non pas au-delà de lui, à travers lui, de la façon particulière de quelqu'un qui a enregistré la présence d'une personne et simultanément l'a évaluée comme n'étant pas la présence pertinente. Il dit quelque chose à l'un des hommes avec les mallettes. Il marcha vers le centre du hall et s'arrêta. La main tendue de Grégoire resta en l'air un moment. Il la baissa. Les portes de la banque s'ouvrirent à nouveau. Arthur Moreau entra. Même veste verte fanée. Même bottes, nettoyées maintenant, la boue brossée avec le soin d'un homme qui sait la différence entre ce qui est usé et ce qui est entretenu. Même croix de guerre sur sa poitrine, épinglée avec le même alignement soigneux. Du fond du hall, Grégoire le vit et ressentit le mépris particulier qui s'installe rapidement et profondément chez des gens comme Grégoire. Le mépris de quelqu'un qui a déjà catégorisé une situation et ressent du ressentiment à devoir la recatégoriser. Il éleva la voix, il appela la sécurité. Il dit, sur le ton portant de quelqu'un qui croit que l'autorité se démontre par le volume, que cette personne avait été expulsée des lieux la veille et n'était pas la bienvenue sur la propriété,
et devait être escorté dehors immédiatement. Édouard Blanchard se retourna. Il se retourna et regarda Arthur Moreau traverser le hall. Et ce qui arriva à sa posture dans ce moment était quelque chose que les guichetiers et les conseillers en prêt et les clients qui en furent témoins décriraient plus tard de différentes manières, mais tous avec la même qualité essentielle de surprise. Non pas à ce qu'ils voyaient exactement, mais à ce que cela signifiait. Édouard Blanchard se mit au garde-à-vous. Le garde-à-vous militaire, la version formelle complète, talons joints, colonne vertébrale droite, yeux en face. Il porta la main droite à la tempe dans un salut. Un salut qui n'était pas désinvolte ou approximatif, mais précis. Le salut de quelqu'un qui l'a appris d'une façon spécifique, dans des conditions spécifiques, et n'a jamais oublié le poids de ce qu'il représente. Il le maintint jusqu'à ce qu'Arthur soit assez proche. Puis il dit « Sergent-chef Moreau, mon commandant ». Le hall était silencieux. Arthur le regarda. Quelque chose passa sur son visage. Reconnaissance, chaleur, la qualité particulière de voir quelqu'un que l'on n'a pas vu depuis très longtemps, mais auquel on a pensé avec la régularité spécifique que les événements qui changent une vie imposent à la mémoire. Il tendit la main. Édouard Blanchard la serra des deux siennes, de la façon dont les gens serrent les mains quand une poignée de main est inadéquate, mais c'est ce qu'ils ont. Grégoire Hadot se tenait à 5 mètres de là. Édouard Blanchard se tourna et le regarda. Il dit « Cet homme m'a sauvé la vie en Algérie en 1960. Il m'a porté sur plusieurs kilomètres en terrain hostile, avec une balle dans sa propre épaule, pour atteindre le point d'extraction quand toutes les autres options étaient épuisées. Il est la raison pour laquelle je me tiens dans ce hall, ou dans tout hall, ou n'importe où sur cette terre. » Il fit une pause. Puis il dit « Il est également, depuis 40 ans, le détenteur silencieux de la majorité des parts de cette institution. Son capital de pension a été l'investissement de départ fondateur. La structure juridique qui le détient est en place depuis 1983. Ses avocats ont la documentation. Les miens aussi. La phrase « détenteur silencieux de la majorité » atterrit dans le hall de la façon dont de grands objets atterrissent dans une eau tranquille. Grégoire l'entendit. Il le traita. Il le traita à nouveau. La séquence des 36 dernières heures commença à se réorganiser dans son esprit. Le vieil homme aux bottes boueuses. Le dossier de documents qu'il n'avait pas lu. L'expulsion physique des lieux. Ce qu'il avait dit sur la médaille. La réorganisation n'était pas lente. C'était la réorganisation rapide et nauséeuse de quelqu'un qui vient de comprendre les pleines dimensions d'une erreur catastrophique. Il ouvrit la bouche. Il n'était pas sûr de ce qu'il avait l'intention de dire. Il n'eut pas l'occasion de le dire. Édouard Blanchard le regarda avec une expression qui n'était pas en colère. La colère aurait été, d'une certaine façon, plus facile, mais simplement évaluative. L'expression de quelqu'un qui a reçu toutes les informations dont il a besoin et prend maintenant une décision. Il dit « Je comprends que vous étiez le directeur responsable du traitement de M. Moreau ici hier. » Grégoire dit quelque chose sur les protocoles, sur les critères de prêt. Sa voix avait perdu sa qualité portante. Elle était devenue la voix de quelqu'un qui est conscient que le sol sous lui n'est plus solide. Édouard Blanchard dit « Votre emploi dans cette organisation est résilié, avec effet immédiat. Vos licences professionnelles seront examinées par les autorités de régulation compétentes. Je soumettrai un compte-rendu personnel des événements d'hier aux autorités disciplinaires professionnelles concernées. » Il regarda les agents de sécurité debout près de l'entrée du hall. Les mêmes agents, ou leurs collègues, qui avaient escorté Arthur le matin précédent. Il dit « Veuillez aider M. Hadot dans sa sortie. » Ce qui se passa ensuite prit environ 12 minutes. Les accréditations d'accès de Grégoire furent désactivées. Son bureau fut scellé en attendant un examen. Les clés de la voiture de fonction furent récupérées à l'accueil. Il fut escorté à travers le même hall qu'il avait traversé ce matin, avec la confiance d'un homme s'attendant à une promotion,
Et les personnes qui le regardèrent partir étaient les mêmes personnes qui avaient regardé Arthur partir la veille, et la symétrie de cela n'échappa à personne de présent. Grégoire Hadot ne trouva pas un autre poste dans les services financiers. L'examen disciplinaire professionnel fut approfondi. Le compte-rendu de sa conduite, l'humiliation publique, l'expulsion physique d'un ancien combattant décoré de 80 ans cherchant un prêt légitime pour les soins médicaux de sa femme mourante, fut documenté dans les matériaux d'examen dans le même langage clinique des dossiers réglementaires, ce qui d'une certaine façon rendait les choses pires. Il retourna dans la ville où il avait grandi, ce qui était la chose qu'il avait passé toute sa vie adulte à essayer d'éviter, et il trouva un travail qui était très loin du bureau avec les diplômes encadrés et le costume coûteux et les rapports de performance aux chiffres solides. Arthur Moreau s'assit avec Édouard Blanchard dans le hall de la banque pendant 2 heures ce matin-là. Un conseiller en prêt fut convoqué, un autre, senior, quelqu'un qui comprenait le poids de la salle et la nature de ce qui était demandé. Les papiers pour l'opération de Marthe furent complétés avant midi. Le chirurgien fut contacté. L'intervention fut programmée pour la semaine suivante. Marthe eut son opération. Elle fut réussie. Elle rentra à la maison qu'il partageait depuis 40 ans, et Arthur lui apportait du thé l'après-midi et s'asseyait avec elle pendant sa convalescence. Et le jardin, qui avait été un peu négligé pendant les semaines d'inquiétude, fut remis en ordre de la façon patiente et méthodique dont Arthur remettait la plupart des choses en ordre. Il ne dit pas à Marthe tout ce qui s'était passé à la banque. Il lui dit que le prêt avait été arrangé. Il lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle ne le pressa pas pour les détails, parce qu'elle était mariée avec lui depuis 50 ans et comprenait les choses qu'il choisissait de porter en silence. Je veux dire quelque chose avant de conclure cette histoire. Le pouvoir ne s'annonce pas toujours. Il n'arrive pas toujours en hélicoptère ou ne porte pas un costume qui a été fait pour son corps par quelqu'un qui comprenait la différence entre la coupe et le propos. Le pouvoir est parfois silencieux et vieux et porte une veste verte fanée. Et il a une médaille sur la poitrine qui représente quelque chose de réel, quelque chose qui a été payé dans la monnaie la plus littérale possible. Et il entre dans une pièce avec des bottes boueuses et un dossier de documents soigneusement préparé et demande, avec dignité, ce dont il a besoin. Les Grégoire Hadot de ce monde confondent l'apparence du pouvoir avec le pouvoir lui-même. Ils confondent le costume coûteux avec la substance qu'il est censé représenter. Ils confondent la capacité d'humilier quelqu'un qui ne réagit pas, comme preuve que l'humiliation est méritée. Ils ont tort sur tout cela, et habituellement, l'erreur est simplement ordinaire. Une petite injustice, une personne maltraitée, un moment de cruauté qui laisse un résidu, mais pas de destruction durable. Mais parfois, la personne assise de l'autre côté du bureau est Arthur Moreau. Et la médaille sur la veste verte fanée n'est pas un accessoire. Et le dossier de documents contient plus d'histoires que la personne qui refuse de le lire n'aurait pu imaginer. Et la pièce dans le téléphone public au coin de la rue vaut plus que tout ce qui se trouve dans le bureau du coin du costume coûteux. Il y a des dettes dans ce monde qui n'expirent pas. Pas le genre financier. Ceux-là ont des termes et des calendriers et des dates d'échéance. Je veux dire l'autre genre. Celui qui s'accumule quand une personne en porte une autre sur plusieurs kilomètres en terrain hostile avec une balle dans sa propre épaule. Quand la décision d'une personne d'investir dans un rêve donne à ce rêve son premier souffle de possibilité. Quand une personne se présente pour une autre dans les moments qui comptent et ne demande pas de crédit ou de reconnaissance ou quoi que ce soit d'autre que d'être traitée avec une dignité humaine élémentaire. Ces dettes n'expirent pas. Et parfois, des décennies plus tard, dans le hall d'une banque, un mardi matin de novembre, elles arrivent à échéance. Le vrai pouvoir n'arrive pas toujours en hélicoptère. Parfois, il entre par la porte d'entrée, sur une vieille paire de bottes, avec une seule médaille épinglée sur une veste verte fanée. Et il vaut tout.